Il était une fois une île complètement perdue dans une mer sans repère qui n'avait pas été portée sur les cartes et sur laquelle les navigateurs ne s'étaient pas enhardis d'y aller. Et c'était même pas hydrographié, vous voyez. Donc c'était une île perdue, etc. Et on croyait qu'elle était déserte, mais pas du tout. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient abordé sur cette île, et sur cette île, ils avaient créé une société extraordinaire, une société pacifique, une société harmonique, une société où il n'y avait pas de violence, où les hommes ne battaient pas leurs femmes, etc., où il y avait une égalité entre les sexes, où il y avait une sorte de paix sociale sans violence, etc. Bref, la cité idéale. Et bien entendu, cette île-là avait fait des jaloux, et beaucoup d'auteurs avaient imité ce qui se passait dans cette île. Il y a eu l'île mystérieuse, il y a eu l'île de Robinson, il y a eu, etc. Vous voyez, l'île au trésor, toutes ces îles ont fait rêver. Ah, mais j'ai oublié de vous dire comment s'appelait cette île. Et cette île, c'est très simple. Elle s'appelait Utopie. Et Utopie, ça avait deux sens, ça avait deux idées. L'idée que la société idéale était impossible et par conséquent, elle était reléguée à l'état d'utopie, voyez. Mais que d'autre part, utopie, si on déchiffre le sens du mot, U veut dire non et topos veut dire lieu, non-lieu. C'est-à-dire, elle est nulle part. Et c'est bien ainsi que j'ai décrit la situation de l'île. Elle était nulle part, dans une mer inconnue, qui n'était pas hydrographiée, etc. Donc elle était nulle part. Et par conséquent, on pouvait dire que quand on construisait l'idée d'une société nouvelle, idéale, etc., c'était relégué au temps de l'utopie. C'était nulle part, ça n'existait pas. Et c'était l'état des choses jusqu'à Petite Poucette. Et pourquoi c'était l'état des choses jusqu'à Petite Poucette? Pour une raison très simple, c'est que des îles inconnues sur la planisphère, il n'y en a plus. C'est-à-dire, l'homme a mis le pied partout, il n'y a pas de lieu du monde où ils ne sont pas allés, etc. Et par conséquent, il n'y a plus d'îles désertes, il n'y a plus d'îles perdues, il n'y a plus de mers non hydrographiées, il n'y a plus de continents oubliés, il n'y a plus de désert. Et par conséquent, il faut inventer un autre mot pour inventer l'idée qu'on pourrait peut-être créer ou projeter une société idéale, une nouvelle société. Alors bien entendu, utopie voulant dire nulle part, eh bien j'ai pris le contre-pied d'utopie puisque nous sommes allés partout, et partout, ça se dit pantopie. Pan, ça veut dire partout, tout, alors que U veut dire non. Et par conséquent, j'ai inventé le mot pantopie pour faire la symétrie ou l'antisymétrie ou l'opposition au mot utopie. Voilà. C'est l'utopie du monde contemporain ne peut être que mondiale. L'utopie du monde contemporain ne peut que passer partout. Vous voyez? D'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu autrefois un roman de Jules Verne qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours. Je ne sais pas si certains l'ont lu. Et alors, c'est un grand bourgeois fortuné anglais qui fait le pari de faire... Seulement, comme c'est un grand bourgeois fortuné, il n'a aucun sens pratique. Et par conséquent, il se plante à chaque fois. Mais il a avec lui un valet français qui lui résout tous les problèmes à mesure qu'il avance. Et vous savez comment il s'appelle, le valet français? Ben, il s'appelle Passepartout. Vous voyez? Il s'appelle Passepartout. C'est le nom que Jules Verne lui a donné. Voilà. Alors, l'idée que j'avais dans ce livre-là, pour lui donner un titre, c'est un peu cette idée de totalité de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne l'ai pas dit dans le livre Petite Poucette, mais Petite Poucette, elle parle le pantopique, si j'ose dire, vous voyez? Et je vais vous faire voir comment elle le parle. Lorsque nous parlons, et c'est le cas aujourd'hui, je vous parle, on fait très attention au sens qu'on envoie par la phrase à la personne à laquelle on s'adresse. Et bien entendu, c'est le meilleur dialogue possible. Mais c'est rarissime qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise. Et je vais vous en donner un exemple. Par exemple, quand nous disons « maintenant »,
on fait allusion aux choses qui sont présentes, cette bouteille, ma collaboratrice à côté de moi, vous-même, ceux qui sont devant moi, présents. Ah oui, mais on oublie complètement ce que signifie le mot maintenant. Ça veut dire main, tenant, tenant en main, tenant en main. Et voyons, qu'est-ce que Petite Poucette tient en main? Cet objet que vous connaissez parfaitement. Et maintenant, elle le tient en main. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'elle le tient en main? Et ça veut dire que elle a communication avec tous les lieux du monde, Pantopie, c'est-à-dire avec Google Earth ou avec le GPS, elle peut aller n'importe où, y compris dans des pays où elle n'est jamais allée. Je sais pas moi, le Labrador, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Guinée, n'importe où. Hein. Elle a l'espace virtuellement à elle, pantopique. D'autre part, elle a toutes les informations du monde par Wikipédia et autres moteurs de recherche. Et d'autre part, il y a une petite histoire que je peux vous raconter, c'est que j'ai des amis mathématiciens qui, a, je ne sais pas moi, 10, 15 ans, qui avaient proposé un problème statistique intéressant. Ils s'étaient posé la question en combien de coups de téléphone n'importe qui peut appeler n'importe qui sur la planète. N'importe qui passant rue de Siam peut appeler, je ne sais pas moi, quelqu'un à Washington ou à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Bon, décidément, j'en veux à la Nouvelle-Zélande en ce moment. Oui. Et ils avaient trouvé entre 8 et 9 coups de téléphone. C'était il y a 15-20 ans. Et aujourd'hui, étant donné les connecteurs extraordinaires qu'on a sur la c'est tombé à 4. En 4 coups de téléphone, n'importe qui peut appeler n'importe qui sur la planète. Vous vous rendez compte? Maintenant, elle tient les lieux, maintenant, elle tient les informations, et maintenant, elle tient les personnes. Et donc, elle peut dire, ce qui est étonnant, elle peut dire maintenant, tenant en main le monde. Maintenant, tenant en main le monde. Les lieux, les personnes, l'information. Hein. Et alors maintenant, je vais à l'utopie, à la pantopie, si vous voulez. C'est-à-dire, je vous pose la question de savoir qui, dans l'histoire, pouvait dire éventuellement maintenant, tenant en main le monde, pour moi. On peut répondre à cette question vaguement, on peut dire, je ne sais pas moi, Alexandre le Grand, encore ce n'était pas tout le monde, je ne sais pas moi, Jules César peut-être, Auguste, empereur de Rome, puisque Corneille lui fait dire dans Cinna, je suis maître de moi comme de l'univers. Hein. Louis XIV peut-être, un milliardaire chinois, je ne sais pas. Des personnes exceptionnelles, rarissimes. Aujourd'hui, 3,750 milliards de petites poussettes peuvent dire maintenant, tenant en main le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, un nombre équivalent, un équipotent, comme on dit en mathématiques, de la population mondiale peut dire quelque chose qu'Auguste, empereur de Rome, pouvait à peine dire. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire récemment. Je suis vieux quand même, je n'ose pas dire mon âge. Mais enfin, tout de même, lorsque j'étais plus jeune, les gens que je révérais et qui étaient, disons, mes maîtres, et qui avaient la plus grande culture, le plus grand horizon, la vision du monde la plus large, c'était des gens qui avaient comme passé, je ne sais pas moi, ils savaient un peu de latin, donc Auguste, ils savaient un peu de grec, donc Ulysse par exemple, ils savaient un peu d'hébreu, donc les prophètes écrivains d'Israël, peut-être ils remontaient jusqu'à, je ne sais pas, les hiéroglyphes un peu, et puis certains avaient découvert, je ne sais pas moi, les grottes de Lascaux. Ils avaient donc comme horizon derrière eux, je ne sais pas moi, 4000 ans. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé depuis? L'horizon, enfin, le passé que Petite Poucette a derrière les épaules. Vous vous rendez compte que depuis lors, on a appris que le Big Bang avait eu lieu il y a 15 milliards d'années, que la Terre s'était formée il y a 4 milliards d'années, que la vie s'était formée il y a 3 milliards 800 millions d'années, que les espèces étaient arrivées, avaient évolué une après l'autre, étaient nées, avaient évolué, avaient disparu parfois, etc. Que l'homme était arrivé d'abord il y a 4 millions d'années sous l'espèce de quelques anthropopithèques, vous voyez. Et puis tout d'un coup, Homo sapiens, il y a 100 000 ans, et puis l'arrivée de l'écriture, etc. Vous voyez l'extraordinaire horizon qu'aujourd'hui on peut avoir du point de vue temporel. Et du coup, tout change.
La culture change, l'histoire change, la vision du monde qu'on peut avoir s'est complètement transformée. Par conséquent, j'aurais pu appeler Pantope, puisque je parlais de l'universalité dans l'espace, j'aurais pu l'appeler Panchrome, la panchrone, c'est-à-dire la totalité des temps. Aujourd'hui, nous avons un certain type de domination de cette temporalité. Vous voyez. Donc, il y a là non seulement une bascule de culture, une bascule d'évolution profonde de notre société, mais surtout une bascule extraordinaire de culture et de vision du monde. Vous voyez. Et par conséquent, il faut le dire très vite, parce que ça fait partie d'une des évolutions les plus gigantesques que l'humanité ait connues depuis longtemps. Vous voyez. Et donc, c'est ça que je veux dire. Je veux décrire depuis plusieurs livres cette bascule, cette évolution profonde que nous sommes en train de vivre. On est dans une crevasse où on connaît très bien la lèvre amont, on connaît assez mal la lèvre aval, mais on est en train de vivre une transformation extraordinaire dont je viens de vous donner un exemple en rentrant dans la tête de Petite Poussette ou de Pantope, vous voyez, le panchrome. Vous voyez. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais été élu à l'Académie des sciences en 90. Il m'est arrivé un an après une aventure que je peux relater assez rapidement. Des camarades ou des collègues de l'Académie des sciences m'avaient dit « Vous êtes historien des sciences, venez donc faire une conférence à l'Académie des sciences ». Évidemment, je n'avais pas un poil de sec, parce que c'est de parler devant des prix Nobel, etc., c'est très impressionnant, forcément. Alors, bon, j'y suis allé avec beaucoup de courage, vous voyez, et je leur ai dit « Voilà, messieurs, je vous suis extrêmement reconnaissant, parce que c'est vous qui m'avez appris le monde moderne. C'est vous qui m'avez appris l'univers, les astronomes, c'est vous qui m'avez appris la vie, les biochimistes, c'est vous qui m'avez appris l'anthropologie, Coppens, etc. Très bien, donc merci beaucoup. Mais ne croyez pas que vous m'avez appris beaucoup de choses. Vous ne m'avez appris qu'une seule chose. Mais cette chose est décisive, c'est la suivante. C'est que vous tous, depuis quelque temps, vous savez dater vos objets. Vous savez dater vos objets. C'est-à-dire que l'astronome sait dater l'origine de l'univers, 15 milliards d'années. Les biologistes savent dater l'apparition d'une espèce et sa disparition. Les anthropologues savent dater l'apparition d'Homo sapiens ou des homos qui ont précédé. Vous voyez. Et même aujourd'hui, on arrive à savoir dater l'apparition de certains microbes, l'apparition de certaines maladies, l'apparition, etc., leur évolution et ainsi de suite. Et le grand problème qui a été difficile à résoudre pendant des dizaines d'années, entre 1850, si vous voulez, 1950, c'est d'accorder ces temporalités. C'est-à-dire, le biologiste disait au physicien, tu ne me donnes pas assez de temps pour faire évoluer les dinosaures. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Et puis, peu à peu, ces temporalités se sont mises ensemble, etc. Et la mayonnaise a prise, donc, paf, et ça a donné ce que j'ai appelé le grand récit. Et c'est le grand récit dont je parlais tout à l'heure, qui est précisément ce que nous avons aujourd'hui comme vision du monde principale. Oui, et qui a complètement changé la manière de penser, les mentalités, etc. Et même, je dis souvent aux gens qui veulent faire des réformes de l'enseignement, il y a 3 questions pour réformer l'enseignement. C'est à qui enseigner, et c'est pour ça que j'ai écrit Petite Poussette, c'est elle, vous voyez, à qui enseigner, c'est elle, et avec cette tête-là et ce geste-là, et le monde qu'elle a, à qui enseigner, quoi enseigner, et la réponse est le grand récit, c'est tout, n'est-ce pas? Et comment enseigner? Alors là, évidemment, les nouvelles technologies arrivent aujourd'hui et transforment la donne. Vous voyez? Donc le grand récit fait partie peut-être du programme général qu'on pourrait imaginer et qui pourrait faire la base, si vous voulez, de l'humanisme de demain, voilà, même d'aujourd'hui. Il est arrivé à la fin de la Seconde Guerre mondiale un événement ou 2 ou 3 événements colossalement importants. Alors, il y a eu Auschwitz, bien entendu, la Shoah, mais je donne de l'importance à des événements dont on parle moins, c'est Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été élevé, et tout le monde était élevé à cette époque-là,
dans une idéologie globale qui était tout à fait défendable et vraie, qu'on pourrait appeler le scientisme. C'est-à-dire, on disait, la science est toute bonne et seule bonne. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire, c'est elle qui a guéri les maladies, c'est elle qui nous a donné du confort, c'est elle qui nous a donné des façons de vivre plus à l'aise, etc. Il n'y a pas de doute que la science est toute bonne et seule bonne. Et paf, tout d'un coup, la science faisait la bombe atomique. Et il y a eu là une crise de conscience du monde savant dont vous n'avez aucune idée. J'ai connu par la suite des grands biologistes que je pourrais citer, qui étaient devenus biologistes parce qu'ils avaient quitté la physique à cause d'Hiroshima. Vous voyez, ils ne voulaient pas travailler dans ces zones-là. Et si vous lisez un livre que j'ai publié ici qui s'appelle Biogé, je raconte l'histoire de Majorana. Personne ne connaît l'histoire de Majorana. C'est une histoire absolument extraordinaire. C'est un physicien italien qui avait, disons, 35 ans en 1938, qui était professeur à la faculté de Naples et qui était un des très grands atomistes. Il était le rival de Fermi et d'Heisenberg à cette époque. Et tout d'un coup, il a disparu. On n'a plus du tout retrouvé ses traces. Et c'est un des grands mystères de l'histoire des sciences aujourd'hui. Et il a laissé seulement une lettre en disant « La physique est sur le mauvais chemin, je suis désespéré, je m'en vais. » Disparu. Et c'est une figure extraordinaire des années 38-39, vous voyez, qui se répercute tout d'un coup dans les années 45, au moment d'Hiroshima et Nagasaki. Et là, ça crée tout d'un coup ce qu'on appelle aujourd'hui la bioéthique, l'éthique des sciences, la déontologie des sciences, etc. C'est-à-dire l'étude un peu raffinée, décisive, des impacts de la science avec la gouvernance qu'on peut en faire de manière la plus rationnelle possible. Je crois que une des difficultés de l'université actuelle, c'est de diviser vraiment l'enseignement en deux. D'un côté, les littéraires, de l'autre côté, les philosophes, les scientifiques. Et les scientifiques qui ne connaissent rien à la culture et les littéraires qui ne connaissent rien à la science. C'est deux variétés d'imbéciles, quand même. Oui, c'est-à-dire les cultivés ignorants et les savants incultes. Oui, c'est quand même... et moi, je plaide toujours pour la synthèse des deux. Oui, oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, puisqu'on parle de ces problèmes qui ont eu lieu, disons, dans les années 50-60, je voudrais dire que avec quelques camarades de l'Académie des sciences, nous avions créé, il y a une vingtaine d'années, ce qu'on appelait le serment du scientifique. Et vous vous souvenez qu'en Grèce, au 5e siècle avant Jésus-Christ, lorsque la médecine est devenue un petit peu scientifique sous l'influence de gens comme Hippocrate, on s'est aperçu que le médecin avait un pouvoir de vie et de mort sur ses patients, évidemment. Et à ce moment-là, ils se sont réveillés et ils ont posé des questions de morale ou de déontologie du métier. Donc, ils ont inventé le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire un serment où le médecin s'engage à un certain type de conduite dans sa vie professionnelle. Et pourquoi aujourd'hui un scientifique qui aurait terminé ses études ne prêterait pas un serment du même genre? On l'avait même formulé de façon exacte, etc. De dire, voilà, ça serait une manière, en effet, de traiter le problème. Le premier personnage que j'avais créé, disons pas créé, puis ça répété, c'était dans les années 55-65, vous voyez, où je commençais à percevoir l'importance des communications. J'avais écrit un livre qui s'appelait Hermès ou la communication. Et Hermès était le messager des dieux dans l'Antiquité. Et Hermès, en grec, s'appelait Angelos. Et Angelos était le messager. Hermès, le messager. C'est celui qui portait la messagerie, les messages. Mais Angelos, ça veut dire aussi les anges. C'est-à-dire les envoyés. Les envoyés. Et là, si je créais un personnage qui était celui de l'envoyé, du messager, on comprenait parfaitement la dérive extraordinaire des métiers que nous avons connus dans les années 60. Dans les années 60, il y a eu une sorte de transformation énorme de l'économie, des métiers, du travail,
qui a basculé de la production, ce que nos amis anglais appellent l'école bleue, la classe ouvrière, au col blanc, c'est-à-dire au service. Et là, on voyait très bien que... Mais qu'est-ce que c'était le nouveau travail? Mais c'était de la messagerie. Vous voyez, c'était de la messagerie. C'était des messagers, etc. Alors, évidemment, on pouvait décrire ça avec des opérateurs abstraits, avec des mots, etc. Mais si on faisait vivre comme ça des populations de messagers, ça devenait plus concret, plus vivant, plus vivace. Et on pouvait reconnaître dans la rue, je ne sais pas, quand j'ai écrit Petite Poussette, beaucoup de gens me disent « Mais je la vois sans arrêt dans le métro, je la vois sans arrêt dans la rue, je la vois sans arrêt à l'école, Petite Poussette, elle est là, je la vois. » Et c'est beaucoup plus efficace, vous voyez, de faire voir un personnage qui porte en elle ou qui porte en lui, si vous voulez, l'ensemble des traits de la civilisation que nous sommes en train de créer ou de transformer. C'est beaucoup plus, je peux dire, vivant, en effet, beaucoup plus concret, que de décrire avec des mots ou avec des concepts. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Voyez, alors, Hermès, c'était le messager, Pantope, c'était celui qui allait partout, et le passe-partout dont j'ai parlé tout à l'heure, etc. Donc, voilà, ça commence à fourmiller de personnages. Et je peux ajouter au moins à ma décharge, si vous voulez, que je ne suis pas le premier à le faire. Que je sache, tous les dialogues de Platon portent des noms de personnages. Les éthiques de l'Aristote, c'est éthique à Nicomaque ou éthique à... Vous voyez, bon, je ne sais pas, lorsque Voltaire réfléchit, il parle de Zadig, vous voyez, ou lorsque Diderot réfléchit, il parle de Jacques le fataliste, il ne fait pas un traité du hasard et de la nécessité. Non, il met en route deux personnages, Jacques le fataliste et son maître. Alors, Jacques, il est pour la fatalité, l'autre pour la liberté, et il s'engueule du cheval sur l'âne, un peu comme Don Quichotte et Sancho Panza. Et du coup, la dissertation devient tellement vivante qu'on reconnaît dans la rue la chose qui se passe. Vous voyez? Et ça a été ça, tout simplement, mon souci. Et je crois qu'à cet égard, même la philosophie de langue française a toujours été fidèle à ce type de raisonnement et de manière de penser. Je reprends encore Petite Poussette comme exemple. Combien de parents me disent « j'ai 2 petites poussettes » et combien d'enseignants me disent « ah moi j'ai 40 petites poussettes dans ma classe ». Et vraiment, elles se conduisent exactement un peu de la manière dont vous parlez. Donc, je crois qu'au lieu de parler du général, le singulier est plus riche, voilà, est plus concret, plus vivant, et ça passe mieux. Attendez, je voudrais peut-être avancer un peu dans cette affaire. Quand j'étais petit, décidément, je recite le même auteur, j'avais beaucoup d'admiration pour un roman de Jules Verne qui s'appelait Michel Strogoff. Et comme il s'appelait Michel S., j'avais l'impression que c'était moi, forcément. J'avais 12 ans, bien sûr. Et alors, il était capitaine au corps des courriers du tsar. Et le tsar le convoquait et lui disait « Michel Strogoff, vous allez aller en Sibérie, vous allez me dire ce que les Tartares font, puisqu'ils mettent la Sibérie à feu et à sang. » Le tsar ne pouvait pas y aller. Il était pris par les affaires courantes du gouvernement, etc. Il avait donc un messager, il lui disait « Michel, vas-y voir et fais-moi rapport sur cette question. » Et c'est un geste, c'est une méthode, c'est une manière de travailler extraordinairement puissante. Parce que il y a peut-être des gens qui ont fait de la physique dans l'assistance, mais les scientifiques n'y vont pas de même ordre, ils le font aussi. C'est-à-dire, je ne vois pas les molécules, disait Maxwell, je ne vois pas les molécules qui se baladent dans le four à haute température. Mais j'envoie un démon qui va lire les molécules et il va revenir pour me porter l'information. J'envoie un messager et il me ramène l'information. Et par conséquent, il y a là une sorte de geste de pensée très intéressant qui est tout à fait généralisable. Que je sache, vous parliez de Madame Bovary tout à l'heure, lorsque Flaubert dit Madame Bovary, c'est moi, il envoie Madame Bovary dans son ennui et dans ses malheurs, et elle revient pour lui dire, vous voyez, c'est une sorte d'envoyé, de messager. Voilà. Et ça aussi, c'est une fonction que peuvent avoir les personnages. Je l'ai appelé un récit.
Hein. En général, les scientifiques ne sont pas contents qu'on dise récit, parce que récit, c'est quand même un mot littéraire. Et récit, c'est vraiment un récit parce que les choses qui se développent à mesure que l'univers se développe, que l'évolution se développe au sens vivant, etc., c'est tellement lié à des circonstances parfois aléatoires que ça ressemble tout à fait à un coup de théâtre dans une tragédie grecque, vous voyez ce que je veux dire, ou un coup de théâtre dans un roman policier. Vous voyez, bon. Donc c'est vraiment un récit. C'est vraiment un récit. Et par conséquent, il est intéressant d'appeler ça un récit parce que ça unit d'une certaine manière, de façon profonde, la culture littéraire et la culture des savants. Vous voyez, c'est ça. Oui. C'est ça qui m'a le plus attaché dans cette affaire. Et puis, je l'ai appelé aussi le grand récit parce que beaucoup de collègues qui parlaient à un certain moment, c'était à la mode de parler de postmodernité. Ils disaient qu'aujourd'hui, ce qui caractérisait le monde moderne, c'était l'oubli et la destruction totale des grands récits. Ça me faisait rire parce que c'était le moment même où on les inventait. Quelles sont les différences colossales qui se sont passées dans les 40 dernières années? Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Moi, je ne sais pas, j'ai été en Bretagne il y a maintenant 50 ans. J'ai connu une Bretagne exclusivement rurale, comme ma Gascogne natale. On avait tous les pieds dans le fumier, point final. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, 5 ans après, il y a 1% de paysans. Nous étions 75% de paysans, nous sommes 1% de paysans, 0,8% exactement. C'est une révolution considérable, totale. Autre révolution, lorsque je suis né, vous me direz il y a très longtemps, d'accord, mais enfin quand même, nous étions sur la planète moins de 2 milliards d'habitants. Moins de 2 milliards d'habitants. Est-ce que vous connaissez une vie humaine dans l'histoire pendant laquelle la démographie mondiale s'est multipliée 2 fois par 2? 2 fois 2, 4 fois 2, 8, nous sommes aujourd'hui 7 milliards 800 millions. Et c'est-à-dire augmentation verticale de la population mondiale. Et c'est un changement qui ne s'est jamais passé dans l'histoire. Voyez. Alors, d'autre part, je reviens aux paysans. Savez-vous, par exemple, qu'en 1850, 8% des humains habitaient les villes? 8%. Donc, si vous remontez dans l'histoire, il y avait 6%, 4%, 3%. Or, quand vous apprenez cette discipline qu'on appelle l'histoire, vous apprenez l'histoire de Our en Chaldée, l'histoire de Jérusalem, l'histoire de Sparte, d'Athènes, de Rome, etc., des villes. Vous apprenez l'histoire de 3%, 97% sont en dehors. Oui. Donc, des mutations colossales, colossales. Et d'autre part, cette mutation concernant la population humaine a des effets... pourquoi la population humaine a-t-elle cru verticalement à ce point? Pour une raison très simple, c'est que notre espérance de vie a cru dans les mêmes rapports. C'est-à-dire, savez-vous qu'aujourd'hui, une femme de 60 ans est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700? Je répète, une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700. C'est un changement de société dont on n'a pas idée, ma chère. Vous voyez? C'est-à-dire, eh bien oui, s'il y a des littéraires dans la salle, ils savent par cœur des pièces des pièces d'Alfred de Musset où l'interlocuteur dit à Marianne, « Madame, vous avez 16 ans, il vous reste 6 ans pour être aimé, 6 ans pour aimer et 3 ans pour recommander votre âme à Dieu. » Fin de citation. C'est-à-dire, l'espérance de vie qu'il donnait à Marianne était de 35 ans. C'était statistiquement vrai. Mais aujourd'hui, une femme de 35 ans, ce n'est pas une vieillarde. C'est au contraire une pleine jeunesse, vous voyez. Et par conséquent, cette transformation, la société, vous parliez de transformation sociale, c'est énorme. Je ne sais pas, par exemple, dans le mariage, lorsque mon arrière-arrière-grand-mère se mariait avec mon arrière-grand-père, il se jurait fidélité pour 3 à 5 ans. Aujourd'hui, Petite Poussette se marie, elle se jure fidélité pour 65 ans. Et on appelle ça le mariage. Oui, mais ce n'est pas le même. Non, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et même la transmission des richesses.
Si vous lisez les romans je sais pas, les romans de Dickens ou les romans de Balzac, un jeune homme de 28 ans a déjà hérité. Moi, je connais des gens de 65 ans, 70 ans qui n'ont encore pas hérité. Mais bien sûr, vous voyez. Et donc, même économiquement, tout se transforme. Vous voyez, bon. Donc, Petite Poucette arrive au moment où ces révolutions ont déjà eu lieu. Vous voyez, où ce bloc humain, cette masse, etc., ce n'est plus le même monde à cause de l'agriculture, ce n'est plus les mêmes hommes à cause du nombre des gens, ce n'est plus la même vie, la même mort à cause de l'espérance de vie, ce n'est plus la même économie du point de vue des transformations. Nous ne sommes plus, c'est plus pareil, vous voyez ce que je veux dire? Depuis que j'ai écrit Petite Poucette, il y a des gens qui m'emmerdent beaucoup, forcément. Il y a par exemple des architectes qui viennent me voir et qui me disent, voilà, on vient d'avoir une commande pour construire une faculté à tel endroit, en Europe ou en France, et ils me disent, vous qui avez écrit Petite Poucette, dites-moi comment construire la faculté ou l'université. Ouais, je suis bien emmerdé. La réponse est que je ne sais pas. Voyez, c'est-à-dire qu'on voit très bien comment les choses sont en train d'évoluer, mais la manière de savoir comment ça va, vers quoi ça va se diriger demain et dans quelles circonstances sociétales, si vous voulez. C'est-à-dire, en gros, allez, je vais essayer de répondre réellement. Vous le savez bien, la société n'a plus rien à voir avec la politique. Hein? Bon, les dernières élections l'ont fait voir à l'évidence. Et ce n'est pas seulement vrai en France. Donc il y a un problème institutionnel. Il y a les institutions et puis la société. Et la société est telle que je la décris depuis déjà 30, 40 ans. C'est-à-dire qu'elle a évolué comme ça. Il y a une bascule complète. Et les institutions sont toujours là, mais elles ont été créées à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Et par conséquent, il y a une sorte de tiraillement entre les institutions telles qu'elles sont et la société telle qu'elle est devenue. Et c'est ça le problème majeur aujourd'hui, ça se voit tout de suite. Alors évidemment, là vous me coincez, c'est-à-dire si vous me demandez comment imaginer la transformation des institutions à partir du monde actuel, c'est très très difficile. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai donné l'exemple d'architecture, mais j'étais récemment dans une grande capitale de l'Est asiatique, et dans le métro, au lieu que les grands magasins fassent de la publicité, ils avaient des bandes, des longues bandes, où il y avait des figurines qui faisaient voir tous les produits qu'ils vendaient. Et les bonnes dames ou les bons messieurs qui étaient dans le métro, avec le truc, commandaient. Ils commandaient et ils faisaient leurs courses, quoi, vous voyez. Et question, je suis architecte, comment construire un nouveau magasin? Hein? Si vraiment il y a une généralisation de ces commandes-là, de ces manières de commercer, où seront les grands magasins demain? Vous voyez? Et c'est la même question que pour les universités. Vous voyez? Voilà. Vers quoi ça va se diriger? Voilà. Là, Pépé ne sait pas tout. Voilà. Je suis optimiste pour des raisons réelles et des raisons morales. D'abord, des raisons réelles. Je le disais justement à des amis tout à l'heure, avant de venir, je vous demande à tous, quand vous rentrerez chez vous, d'aller vers votre ordinateur et de taper « cause de mortalité dans le monde ». Hein? Cause de mortalité dans le monde. Alors, va apparaître un tableau où il va y avoir les causes de mortalité dans le monde, dans un tableau mis en ordre, avec les principales causes les plus importantes, avec le plus grand nombre de morts, etc., des maladies, des accidents de la route, etc. Et tous les chiffres sont des chiffres officiels donnés par l'OMS, donnés par les institutions mondiales. Hein. C'est des chiffres. Question. Quel est le chiffre le plus faible comme cause de mortalité, tel que le tableau dit c'est pratiquement négligeable? Répondez à cette question. C'est guerre, violence et terrorisme. Guerre, violence et terrorisme. C'est le dernier des chiffres. Or, c'est ça qu'on vous fait voir tous les jours à la télé, à la radio et dans les journaux.
C'est-à-dire, il y a un renversement complet de la réalité des choses. Vous voyez. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que je suis indifférent aux victimes de Bachar el-Assad ou aux victimes du récent crash de tel ou tel avion. Et bien sûr que je le déplore, j'en ai pitié, etc. Mais statistiquement, c'est presque rien par rapport... Vous vous rendez compte, quand j'étais jeune, il y a eu 150 millions de morts, avec des braves gens comme Franco, Mussolini, Hitler, Lénine, Staline, Mao Tse-tung, Pol Pot, Ceausescu, oui, tout ça, oui. Par rapport à cette époque-là, nous sommes dans une période bénie. Bénie. Réveillez-vous. Vous êtes les victimes des marchands d'angoisse. Point. Voilà une première raison pour laquelle... Ça, c'est une raison de fait. Puis la seconde raison, c'est que quand vous voyez le monde évolue à ce point, vous n'avez qu'une idée, c'est de donner un coup de main à vos petits-enfants. Et ce pourquoi j'ai écrit Petite Poussette, c'est pour donner un coup de main à mes petits-enfants, à mes étudiants, à mes étudiantes, à mes successeurs, pour les générations futures. Les vieux ronchons travaillent pour eux. Oui. C'est qu'il faut travailler pour l'avenir. Voilà. C'est simplement un optimisme de combat, un optimisme d'action, voilà, ou de prévision. Voilà. Lorsque je parle du numérique, je dis que c'est la troisième révolution. Que la première révolution, ça a été l'invention de l'écriture, la deuxième, ça a été l'invention de l'imprimerie, et la troisième, c'est l'invention du numérique. L'invention de l'écriture a bouleversé la société du Moyen-Orient et la chinoise. L'invention de l'imprimerie a bouleversé ce qu'on appelle généralement la Renaissance, etc. Les humanismes renaissants. Et à un certain moment, le plus grand des génies de l'humanité que j'admire au-dessus de tout a mis en scène dans un roman que je vous conseille de relire et que je sais par cœur, un homme qui était complètement anxiogène du livre et qui était tellement obsédé par le livre qu'il était ivre de livres au point qu'il savait par cœur les romans de chevalerie et que le monde entier qu'il regardait était seulement des livres. Et quand il voyait un moulin à vent, par exemple, il croyait que c'était un géant et il était, lui, le chevalier qui devait attaquer le géant. Et c'est le roman le plus extraordinaire sur ce que vous dites de l'époque du livre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à chaque époque ou à chaque... etc., quand vous dites ça, je vous conseille quelque chose, vous devriez écrire Don Quichotte 2. C'est ça que vous... Et si, c'est-à-dire de dire exactement, voilà... D'ailleurs, ma grand-mère me le disait tout le temps. Elle me disait « Ah, ce Michel, c'est épouvantable. Il est tout le temps dans les livres. » Vous voyez. Et elle croyait que j'étais anxieux ou anxiogène, que j'allais d'un livre à l'autre, d'un livre à l'autre. Et c'était vrai. J'allais d'un livre à l'autre, en effet. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a en effet aujourd'hui une nouveauté radicale de la génération en question. Et ce n'est pas pour rien que j'ai écrit Petite Poussette. C'est pour aider les enseignants aussi bien que les parents, aussi bien que les gosses. Et toute la question est de comprendre ce qui se passe dans cette tête-là. Et il se passe des choses complètement nouvelles dans cette tête-là. Alors, je vais essayer de raconter une histoire pour faire voir ce qui se passe dans cette tête-là. Excusez-moi, monsieur, je crois avoir déjà raconté cette histoire à Grenoble. Je raconte l'histoire des premiers chrétiens de Lutèce, à Paris, quand Paris s'appelait Lutèce. Et les premiers chrétiens étaient persécutés par l'empereur Décius et avaient donc des réunions extrêmement secrètes et cachées pour échapper à la police de la Légion romaine. Et un jour... que les premiers chrétiens étaient dans une salle très fermée, comme aujourd'hui, là, ici, hein, et ils écoutaient l'évêque qu'ils avaient élu. À l'époque, on élisait les évêques. Seulement, ce qui devait arriver arriva, la catastrophe, la Légion romaine arrive, enfonce les portes, enfonce les fenêtres, les légionnaires, chacun se saisit un premier chrétien, et le patron, le centurion, si vous voulez, arrive vers celui qui parlait, tire son coupe-chou et lui coupe la tête.
et la tête tombe par terre. Catastrophe. Non, non, pas catastrophe. Miracle. Parce qu'à ce moment-là, et Saint-Denis, que vous avez reconnu, se penche et ramasse sa tête. Et d'ailleurs, quand ma grand-mère me racontait cette histoire, je disais, mais comment se fait-il qu'il ait pu repérer où était sa tête, puisque les yeux... Elle me disait, mauvais esprit, c'est ça le miracle. Elle avait raison, c'est ça le miracle. Alors, il ramasse sa tête, et on raconte d'ailleurs qu'il avait fait un miracle extraordinaire. Il avait porté cette tête-là, décapité qu'il était, jusqu'au sommet de la colline Montmartre. C'est un exploit presque de rugby, pas de football. Mais, et il tenait sa tête à la main, maintenant. Hein, il tenait sa tête à la main. Qu'est-ce qu'il a maintenant dans sa main? Réponse, sa tête. Ah ah. Alors maintenant, ouvrez l'ordinateur que j'ai en main. Qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur? Une mémoire colossale, d'accord? Des images par milliers, si je veux, et des opérateurs qui me permettent de résoudre des questions que je ne pourrais pas résoudre par moi-même, quelquefois. Il y a même des logiciels qui traitent des problèmes extrêmement compliqués. Or, quand j'étais en classe de philo, dans le manuel de philosophie qu'on nous distribuait en classe, il y avait un chapitre qui était de la connaissance humaine. Et il y avait écrit, la connaissance humaine se divise en 3 facultés, on appelait ça des facultés, la faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté rationnelle de résoudre les questions opératoires. Et il était bien évident que tout ça, c'était dans le système neuronal, dans la tête. Ah oui, mais maintenant, petite poussette tient ça en main. Il y a la mémoire, les images, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle a sa cognition dans les mains. Elle n'a plus sa cognition dans la tête, elle a la cognition dans les mains. Appelez votre ordinateur Saint-Denis maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Par conséquent, là, il y a une externalisation, une objectivation des fonctions cognitives qui est une nouveauté tout à fait extraordinaire. Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment nouveau? Je ne suis pas complètement sûr. Recommençons. J'ai dit tout à l'heure que cette révolution était la 3e. L'écriture, l'imprimerie, le numérique. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'imprimerie dont j'ai parlé tout à l'heure? Il s'est passé que les gens qui étaient historiens devaient savoir par cœur Hérodote, Thucydide, l'historien latin, l'historien grec, etc., parce qu'ils n'avaient pas accès aux sources, ils savaient par cœur. Mais un certain Montaigne a écrit des essais que vous n'avez peut-être pas lus, mais dont je suis sûr que vous savez par cœur une seule phrase dans les essais que tout le monde connaît par cœur, c'est « je préfère une tête bien à une tête bien pleine hein ». Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que ça voulait dire « je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine » Ça voulait dire que autrefois, j'avais la tête bien pleine parce que je devais savoir par cœur, si j'étais historien, tout ça, mais maintenant, il me suffit d'avoir la tête bien faite, parce que la tête bien pleine, elle est sur la librairie. Elle est chez Kermarek. Et ce que je veux dire, elle est sur la librairie de Montaigne. C'est-à-dire, donc il y avait déjà externalisation d'une fonction cognitive. Donc, cette externalisation est tout à fait nouvelle, elle est même considérable, mais elle a déjà un modèle précédent. Par conséquent, le rapport qu'il y a aujourd'hui entre l'enseignant et l'enseigné consiste précisément à faire voir le décalage qu'il peut y avoir aujourd'hui entre une génération qui s'occupe de l'extérieur de nouvelles technologies et une génération qui a une tête qui est transformée vers les nouvelles technologies. Un peu, si vous voulez, comme Rabelais n'était pas compris par les docteurs de Sorbonne au moment de l'imprimerie. Oui. Là, il y a un décalage extraordinaire. Oui. Oui. C'est-à-dire, c'est un des grands dangers, à l'effet des nouvelles technologies, qu'il y ait une appropriation des données par des grands centres comme Google, etc. Et à l'effet, d'ailleurs, il y a eu un scandale récemment, vous vous rappelez, de la surveillance des données de chacun
par les grandes puissances en question. Vous vous rappelez de ça? Et on a même raconté, ce qui était vrai d'ailleurs, que le portable de Mme Merkel était surveillé. Vous voyez. Alors le mien encore plus. Oui. Ou encore moins, pardon. Par conséquent, on est surveillé, en effet. Mais il s'est passé, monsieur, quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là. Il y en a un qui l'a dit. Il y en a un qui l'a dit. Un seul. Une petite poussette s'est levée et a dit ça. C'est-à-dire, il a vendu la mèche. Et tout d'un coup, toutes ces grandes puissances ont été complètement méprisées par tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, tout à l'heure, je disais maintenant tenant en main le monde. Monsieur Snowden, d'une certaine manière, car c'est de lui que je parle, a été cet individu qui était aussi puissant que la CIA, tout ce que vous voudrez. Il l'a dit. Et donc, il y a là un élément très intéressant qui donne à l'individu une fonction politique aujourd'hui dont on n'avait jamais eu l'idée. Voilà. C'est ça le fondement de mon optimisme. Vous voyez, voilà. En effet, l'enseignement en ligne est une nouveauté. Et c'est quand même pas une nouveauté si nouvelle. Il y a des enseignements à distance depuis déjà des dizaines d'années. Alors, il se lance aujourd'hui. Il y a beaucoup d'échecs dans les enseignements en ligne encore. Mais ils ne sont pas encore tout à fait adaptés. Mais ça fait partie de ce qui va se passer demain dans l'enseignement. Mais je le disais tout à l'heure à ma voisine, je ne sais pas très bien dire si ça aura beaucoup d'impact, moyen d'impact, si ça changera tout. Personne ne peut le savoir, ça. C'est très simple. Puisqu'on parle d'enseignement et de cette question, je me mets en scène dans Petite Poussette à un certain moment et je dis comment mon métier s'est transformé. Et de la façon suivante. Lorsque je rentrais dans mon amphi, il y a, je ne sais pas moi, 25 ans, c'est-à-dire avant le néolithique, oui, j'étais persuadé, et tout le monde le savait, que les 200 ou 300 personnes qui étaient devant moi ignoraient tout de ce que j'allais dire. Donc il y avait présomption d'incompétence. Et quand je parlais, j'apportais à mes étudiants de l'information, du savoir, de la connaissance. Aujourd'hui, quand je rentre dans mon amphi, je me pose la question, quelle est la probabilité pour laquelle mes étudiants et mes étudiantes aient tapé sur Internet le sujet de mon cours? Cette probabilité est une certitude. Et par conséquent, ils savent. Et donc, mon métier change. Je n'apporte plus l'information. L'information, ils l'ont. Qu'est-ce que j'apporte? Ben voilà, ce que vous dites. C'est-à-dire, vous pouvez avoir de l'information. Tenez, tous les deux, tout à l'heure, on va se mettre ensemble parce qu'on a des problèmes avec la mécanique quantique. Je prends un exemple au hasard. Alors, on va taper sur Internet et on va avoir tout ce qu'il faut sur la mécanique quantique. On n'y pige rien. On a l'information, on n'a pas le savoir. Alors, on téléphone à mon copain Tanucci qui a eu le prix Nobel, tu pourrais nous aider. Alors, on l'invite à dîner, il nous explique et lui, il nous apporte le savoir. Vous voyez, il y a une distance très, très intéressante entre le savoir et la connaissance. Vous voyez, entre l'information et la connaissance. Et vous la sentez tout de suite. D'ailleurs, cette différence de métier, ce n'est pas seulement le professeur qui l'a senti, c'est le médecin. Avant, vous alliez voir le médecin, vous ne saviez rien. Aujourd'hui, vous tapez avant de voir le médecin, paix de travers, c'est sûr. Hein, bien sûr. Et le médecin, il n'a plus la présomption d'incompétence qu'il avait autrefois. Vous voyez. Donc, les relations professionnelles ont changé. Et ça touche en effet l'évolution entre l'information et la connaissance. Je crois savoir qu'au cours de vos longues études, vous avez fait un passage à l'école navale de Brest. Oui, madame. Vrai? Alors, je voudrais simplement savoir si vous avez quel type de souvenirs vous avez gardé de votre passage à Brest et si ce passage, cette période, a eu une influence quelconque dans vos choix ultérieurs. Décisive, madame. Oui, j'ai été reçu à l'école navale en 1949, c'est vrai. Et je dois dire que j'étais venu à Brest quand j'avais 14 ans, juste après la guerre, et que j'ai connu la rue de Siam dans la boue, entourée par des baraques en bois.
C'est-à-dire j'ai connu Brest avant la reconstruction telle que vous connaissez. Par conséquent, je porte en moi cette image, si vous voulez, et d'ailleurs, le jour où on avait fait la cérémonie avec Charles Kermarec, j'ai rappelé que j'avais vu ce moment-là où le père de Charles Kermarec travaillait au ce chantier-là, vous voyez. Donc ça m'avait beaucoup ému de faire la chose. Alors oui, après, j'ai l'école navale. Alors, j'ai démissionné à l'école navale pour rentrer ensuite à l'école normale, supérieure. Bon. Mais je crois que je suis resté fidèle à la marine de façon passionnée, passionnante et d'une certaine manière émue, très émue. Oui. Je ne peux pas revenir à l'école navale sans pleurer. Voilà. Michel Serres, merci beaucoup. Merci. Oui.